Chapitre 13. Après le départ de Mrs. Masterton, le criminologiste alla se promener dans les bois. Il était nerveux et éprouvait le désir inattendu de regarder derrière chaque buisson et de voir en chaque massif de rhododendrons l'endroit où l'on avait pu cacher un corps. Il s'approcha enfin de la folie, s'assit sur un banc de pierre et espéra reposer ses pieds, chaussés comme à son habitude, de souliers vernis trop serrés. Il pouvait, à travers les branches, apercevoir la rivière et les berges boisées qui la surmontaient sur l'autre rive. Aussi estima-t-il que le jeune architecte avait raison en déclarant que l'emplacement de la folie était mal choisi. Certes, on pouvait éclaircir la futaie, mais la vue ne serait jamais belle. Tandis que sur la terrasse herbeuse, proche de la maison, on eût aperçu la rivière jusqu'à Helmouth. Ce nom changea le cours des réflexions de Poirot, qui pensa au yacht L'Espérance et à Étienne de Sousa. Tout cela devait avoir un rapport quelconque, mais lequel? Un objet brillant attira le regard du détective, et il se pencha pour le ramasser. C'était une petite breloque en or représentant un avion qui éveillait un souvenir en Poirot. Celui d'un bracelet auquel pendaient des breloques qu'il avait vues au bras de Madame Zuleika, alias Peggy Legge. Des bijoux de ce genre étaient à la mode à l'époque de sa jeunesse, et cette mode se répétait. C'était sans doute pourquoi le bracelet avait attiré son attention. Mrs. Legge avait dû venir s'asseoir sur ce banc et perdre le petit avion sans même le remarquer. Mais à quel moment? Dans l'après-midi de la veille? Poirot réfléchit à la question. Un bruit de pas lui fit lever la tête. Quelqu'un tournait à l'angle de la construction et s'arrêtait en l'apercevant. C'était un jeune homme blond, mince, vêtu de la fameuse chemise aux tortues qu'il avait remarquée la veille. Celui qui la portait paraissait fort troublé, et il dit vivement d'une voix à l'accent étranger: « Je vous demande pardon, je ne savais pas. » Poirot lui sourit aimablement, mais avec un peu de reproche. « Je crains que vous ne violiez une propriété privée. »« Oui, je suis désolé. »« Vous venez de l'auberge de jeunesse ?»« Oui. Je croyais pouvoir atteindre le quai en passant sous bois. »« Il va falloir que vous retourniez sur vos pas. Il n'y a pas de chemin direct. » Le jeune homme montra toutes ses dents, en un sourire qui se voulait désarmant, et répéta: « Je suis désolé, tout à fait désolé. » Il salua et s'en alla. Poirot sortit de la folie et s'engagea sur le sentier, en suivant l'inconnu des yeux. Lorsque celui-ci atteignit le tournant, il regarda par-dessus son épaule, mais, apercevant le vieillard qui le surveillait, il hâta le pas et disparut. « Est-ce ou n'est-ce pas un assassin que je viens de voir ?» se demanda le criminologiste. Ce garçon avait incontestablement assisté, la veille, à la kermesse, et il savait sans nul doute que les bois ne conduisaient pas au bac. S'il avait vraiment cherché un sentier, il n'eût pas emprunté celui qui longeait la folie, mais il fut descendu plus bas, au niveau de la rivière. De plus, en arrivant près de la construction, il semblait avoir atteint le lieu de son rendez-vous et avait été déconcerté d'y trouver un inconnu. Donc, pensa Poirot, il est venu ici pour rencontrer quelqu'un. Mais qui et dans quel but? Il gagna le tournant du chemin et, de là, put voir à travers les arbres la partie du sentier qui pénétrait sous bois. Il n'y avait plus trace de la chemise aux tortues. Celui qui la portait avait dû battre en retraite aussi vite que possible. Poirot revint en arrière et hocha la tête d'un air pensif. Il fit le tour de la folie et s'arrêta, déconcerté à son tour. Peggy Legge était agenouillée, la tête baissée, et regardait avec attention les fissures du béton. Elle se leva d'un bond et s'écria: « Comme vous m'avez fait peur, monsieur, je ne vous ai pas entendu approcher. » «
Vous cherchez quelque chose, madame ? Pas exactement. N'avez-vous rien perdu ? À moins, continua Poirot d'un ton malicieux, que vous n'ayez rendez-vous. Mais, malheureusement, ce n'est pas avec moi. La jeune femme avait retrouvé sa présence d'esprit. A-t-on des rendez-vous au milieu de la matinée ? Il faut parfois les donner à l'heure la plus commode. Les maris sont souvent jaloux. Je doute que ce soit le cas du mien. Mrs. Legge avait répondu gaiement, mais Poirot releva une amertume sous ces mots. Peggy ajouta : « Il est complètement absorbé par ses propres affaires. » Toutes les femmes en accusent leurs époux, surtout les époux anglais. Vous autres étrangers êtes plus galants. Nous savons, répondit Poirot, qu'il est nécessaire de dire à une femme au moins une fois par semaine qu'on l'aime. 3 ou 4 fois valent encore mieux. Qu'il est utile aussi de lui apporter des fleurs, de lui adresser quelques compliments et de lui dire que sa nouvelle robe ou son chapeau neuf la part à ravir. Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne suis pas marié, hélas. Je suis sûr que vous ne le regrettez pas et que vous êtes ravi d'être célibataire et libre. Non, madame, j'ai manqué trop de joie. Pourtant, j'estime que se marier est folie, murmura Peggy. Vous regrettez l'époque où vous faisiez de la peinture dans votre atelier de Chelsea ? Vous me paraissez être fort au courant de ma vie, monsieur Poirot. Je suis comme une vieille commère et j'aime à connaître l'histoire des personnes que je rencontre. Regrettez-vous vraiment le passé, madame ? Oh, je ne sais pas. Elle s'assit sur le banc avec une certaine nervosité, et il s'assit auprès d'elle. Une fois de plus, il était témoin d'un incident auquel il s'accoutumait. Cette jeune femme séduisante allait lui apprendre ce qu'elle eût hésité à raconter à un Anglais. J'espérais, dit-elle, qu'en venant passer des vacances ici, loin de tout, la situation redeviendrait normale, mais il n'en est rien. Vraiment ? Oui, Alec est tout aussi maussade et peu communicatif. Je ne sais ce qu'il a. Il est énervé, irritable. Des gens lui téléphonent, lui font dire des choses bizarres, et il ne veut rien me confier. C'est ce qui m'exaspère. Il ne m'avoue rien. J'ai cru, tout d'abord, qu'il s'agissait d'une autre femme. Mais je ne crois vraiment pas. Cependant, son ton était dubitatif. Votre thé d'hier vous a-t-il été désagréable, madame ? Mon thé ? Elle parut revenir de loin, puis répondit vivement. Oh oui, vous ne pouvez imaginer à quel point c'est fatigant de rester dans cette tente, engoncée par ces voiles. J'ai tout fait. Mais celle du goûter devait être également chaude. Sans doute, seulement rien ne vaut une bonne tasse de thé. Vous cherchiez quelque chose tout à l'heure, madame. Serait-ce ceci ? Il étendit sa paume sur laquelle était posée la petite breloque. Oh oui, merci. Où l'avez-vous trouvé ? Ici, dans cette fente. J'ai dû perdre cette breloque il y a quelques jours. Hier. Non, plus tôt. Cependant, madame, je l'avais remarquée accrochée à votre bracelet, alors que vous me disiez la bonne aventure. Hercule Poirot savait mentir avec un calme imperturbable, et Peggy baissa les yeux. Je ne me suis aperçu de sa disparition que ce matin. Je suis heureux d'avoir pu vous rendre ce porte-bonheur. Mrs. Legge tournait le petit avion entre ses doigts. Elle se leva et dit « Merci infiniment ». Puis elle se hâta de partir, la respiration saccadée et le regard inquiet. Poirot secoua la tête lentement. « Non », murmura-t-il, « vous n'êtes pas allé prendre le thé hier. Ce n'est pas parce que vous aviez soif que vous désiriez avoir l'heure. Vous êtes venu ici, à mi-chemin du débarcadère, et vous y êtes venu pour voir quelqu'un. » Il entendit tout à coup des pas rapides et reprit. « Voici peut-être celui que Mrs. Legge comptait rencontrer. » Toutefois, ce fut Alec qui parut, et Poirot s'écria.
Je me suis encore trompé. Comment ? Répondit le nouveau venu avec inquiétude. Hercule s'expliqua. Je disais que je m'étais trompé. Or, comme cela m'arrive rarement, je suis agacé. Je ne comptais pas vous voir. Qui comptiez-vous voir ? Un jeune homme, presque un gamin, qui porte une de ces chemises à la mode ornée de tortues. Poirot fut enchanté de l'effet produit par ces paroles. Laigle fit un pas en avant et répondit d'une manière incohérente. « Comment savez-vous ? Comment avez-vous appris ? Que voulez-vous dire ? » « Je suis devin. » Laigle fit encore 2 pas en avant et Poirot comprit qu'il était furieux. « Que diable voulez-vous dire ? » « Je crois que votre ami est retourné à l'auberge de jeunesse. Si vous voulez le voir, vous ferez bien d'y aller. »« C'est donc cela, » marmotta Alec en se laissant tomber sur une extrémité du banc. « C'est la raison de votre séjour ici ? Il ne s'agissait pas de remettre des prix, j'aurais dû m'en douter. » Il se tourna vers Poirot, un visage hagard et inquiet, puis reprit. « Je sais que toute l'affaire semble recouvrir. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis une victime. Je vous assure qu'une fois aux mains de ces gens-là, il est difficile de s'évader. Pourtant, je veux leur échapper. On devient désespéré et l'on songe à prendre des mesures extrêmes. On se sent pris comme un rat dans un piège et on ne sait que faire. À quoi bon parler ? Vous avez appris ce que vous vouliez savoir et vous tenez votre preuve. » Laigle se leva, tituba un peu, puis se mit à courir sans regarder en arrière, laissant Poirot les yeux exorbités. Celui-ci murmura. « Tout ceci est très curieux, mais intéressant. »« J'ai la preuve ? La preuve de quoi ? D'un crime ?